Bienvenue à Planète Terre et bienvenue à cette première émission de la nouvelle saison hiver-printemps de Planète Terre. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous de façon régulière, de façon de plus en plus nombreuse. On a beaucoup de plaisir à réaliser cette émission pour vous. On apprend plein de choses et on espère que vous aussi en apprenez avec nous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'abord avec Michel A. Bouchard, qui est géologue à l'Université de Montréal et qui est un consultant pour les organisations internationales, du lien entre le climat et les conflits. Une étude récente affirme que plus il fait chaud en Afrique, plus il y a de conflits et de conflits meurtriers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quel est le lien? Et quel sera l'impact des changements climatiques sur ce continent qui n'arrive pas à décoller? Est-ce que ce sera un fardeau supplémentaire? Vous allez voir, Michel Bouchard a des idées assez étonnantes à ce sujet. Ensuite, nous allons parler d'un droit émergent, le droit international de la santé. Justement, dans ce monde de changement climatique, de mondialisation, de migration, est-ce qu'on s'approche vers un État où les citoyens auront un droit international de la santé? C'est un phénomène qui est en train de se développer. On en parle avec Yann Joly, qui est chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Montréal et chercheur à McGill. Et notre collègue Constancia Kutuki, juriste à l'Université de Montréal, m'accompagnera pour cette entrevue. Et finalement, nous allons parler du problème de la faim dans le monde, mais pas dans le sens des gens qui ont peu à manger, mais du problème de la production agricole mondiale. Est-ce que cette production et ces dysfonctions sont sur le point de créer une crise de la production agricole? Mais le géographe Rodolphe de Conin, qui est un spécialiste des questions agricoles, a lu pour nous un livre qui s'intitule « The End of Food », la fin de la nourriture, si vous voulez, et il nous explique de façon assez surprenante les risques que nous encourons dans les années qui viennent. Alors, restez avec nous pour cette émission. Après la pause, derrière le bruit de la chaleur en Afrique. Ceux qui pensaient qu'on allait arrêter de s'intéresser au climat après la conférence de Copenhague se trompent évidemment parce que le climat, c'est une chose qui ne nous quitte pas. Et comme disait Mark Twain au sujet de la température, tout le monde s'en plaint, mais personne ne fait rien pour changer la situation. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, évidemment, pour la question du climat, mais on va se poser une question plus précise aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce qu'il y a un lien entre la température et les conflits? Récemment, une étude américaine est revenue avec cette conclusion en disant qu'en Afrique en particulier, où vous savez, au Darfour, au Soudan, il y a plus de 200 000 morts dans un conflit tragique, un quasi-génocide, on débat sur l'utilisation de ce terme. Est-ce que le fait qu'il fasse particulièrement chaud a un lien avec l'augmentation de ces conflits? Et puisque nous savons qu'il fera de plus en plus chaud, est-ce que c'est une raison supplémentaire de s'en préoccuper? Alors, nous en discutons avec une personne qui connaît bien les deux sujets, le climat et l'Afrique. Michel A. Bouchard, vous êtes géologue. J'ai 3 cartes d'affaires devant moi. Alors, vous êtes donc à la Faculté des arts et sciences, évaluation environnementale stratégique. Vous êtes aussi professeur à McGill, chercheur senior en évaluation environnementale également. Et vous êtes consultant senior du programme des Nations Unies pour l'environnement. Vous enseignez en Polytechnique. On vous voit souvent en Afrique, je crois au Burkina Faso en particulier. Et vous avez été à l'Université d'Alexandrie. Vous êtes un expert très souvent sollicité sur ces questions. Alors, climat, conflit, est-ce qu'il y a un lien? Bien, il faut d'abord aller plus loin, vers l'amont. Est-ce qu'il y a un lien entre les conflits et l'utilisation des ressources naturelles? En supposant que le climat aura un effet sur la gestion des ressources naturelles, parce que c'est finalement le seul lien de causalité. Avant qu'on entre là-dedans, je voudrais signaler que l'étude auquel vous faites référence, oui, elle a une approche, je dirais, presque épidémiologique. Elle ne fait que comparer des corrélations. Alors, c'est l'étude du National Academy of Science. Voilà. Qui ne fait que comparer une corrélation un peu sèche entre la température moyenne de différentes régions d'Afrique et le nombre de conflits. Bon, mais qui ne se penche pas sur la causalité ou les liens. Bon, on va examiner un peu ces liens-là. Vous devez savoir que il y a bien sûr une école de pensée qui fait un lien direct entre les ressources naturelles et les conflits. On l'appelle l'école américaine, justement. Ce n'est pas étonnant qu'on ait une étude américaine qui vienne confirmer ceci. Maintenant, à cette école, on pourra examiner les mécanismes et la logique qu'il y a derrière ça, mais je pense intuitivement, vous le devinez. Hein, évidemment, lorsqu'il y a rareté des ressources naturelles, il y a la compétition pour celles-ci.
ce qui augmente les causes possibles de conflits. Alors, le lien, c'est que s'il fait trop chaud, il y a moins de récolte, donc ça augmente la compétition pour la récolte ou la ressource, l'eau, par exemple, qui est en jeu. Bon, vous voyez, mais au-delà de cette simplicité, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que le climat qui augmente a vraiment un effet négatif sur la récolte? Est-ce que c'est vrai partout? Et ainsi de suite. Et est-ce que les diminutions de la récolte entraînent automatiquement des conflits d'usage ou des conflits qui peuvent dégénérer en conflits civils? C'est pas évident. Vous doutez que la corrélation soit forte. Et d'ailleurs, l'étude, donc, qui se base sur une vingtaine d'années, les conflits qui font plus de 1000 morts, conclut sur 50% de corrélation. Ça veut dire 50% de non-corrélation. Donc, c'est comme un peu au hasard, en faisant un pile ou face. Mais est-ce qu'il y a des conflits pour lesquels c'est clair? Par exemple, sur le Darfour, est-ce qu'il y a une corrélation lorsqu'on regarde au mérite les variables de ce conflit? Il y a une corrélation dans le sens que la ressource, précisément au Darfour, c'était aussi le cas au sud de Soudan. Il y a toujours eu traditionnellement dans cette région-là un conflit entre les pasteurs et les agriculteurs. Un conflit que la société a toujours su bien gérer lorsqu'il y avait, je dirais, suffisamment d'espace et qu'on a laissé au droit coutumier toute sa place. Eh bien, ceci est exacerbé par le fait que les agriculteurs ont de moins en moins d'espace et que les pasteurs ont besoin de plus en plus d'espace pastoral. On voit qu'il y a une trajectoire de collision. S'il y a augmentation des pasteurs et des agriculteurs, augmentation de la population. C'est-à-dire que s'il y a réduction des rendements, par exemple, des zones pastorales, à ce moment-là, pour une quantité égale de bétail, on a besoin de plus d'espace, donc de plus grands prés. Mais si en même temps la production agricole diminue, on a besoin de plus d'espace agricole pour maintenir un rendement. Alors on voit que c'est incompatible ou qu'éventuellement. Mais peu de gens vous diront que voilà l'origine du conflit au Soudan ou l'origine du conflit au Darfour. Vous devinez que c'est beaucoup plus complexe. Et ça rejoint donc les autres écoles de pensée. Vous savez, je vous ai dit, il y a plusieurs écoles. Il y a cette école américaine qui fait un lien direct entre les ressources. Mais il y a ce qu'on appelle l'école canadienne, de notre collègue Homer Dixon à Toronto, qui va vous dire, écoutez, dans tout conflit, il y a un amalgame, il y a une convergence de facteurs ethniques, ethnopolitiques, historiques, qui sont tout aussi déterminant, de sorte qu'il ne va à peu près pas passer les ressources naturelles. D'isoler un facteur. Non, il peut y avoir un déclencheur, il peut y avoir un fait aggravant, il peut y avoir une circonstance aggravante qui est constituée par la rareté des ressources. Et c'est un fait, mais la plupart du temps, on pense à l'eau. L'eau frontalière, où on pense, dans le cas du Soudan, vous soupçonnez qu'il y a le partage des ressources pétrolières, qui est l'élément du conflit essentiel. Pour lequel il n'y a pas de façon traditionnelle de résoudre cette chose-là. C'est un rapport de force politique, c'est une situation classique de conflit. Alors, les modèles nous montrent que mais il y aura augmentation de la température globale, la question de savoir jusqu'où, mais que même avec une augmentation limitée de la température, une des zones qui seront les plus frappées par cette augmentation, c'est l'Afrique, et malheureusement, les zones de l'Afrique qui sont déjà parmi les plus pauvres. Est-ce qu'il y aurait des conséquences de ça sur les conflits? D'abord, il faut se pencher sur la question que l'augmentation de la température affectera l'Afrique. On est d'accord, c'est dans le sens qu'il y a augmentation de température, qu'il y a augmentation de température en Afrique. Remarquez qu'il n'y a pas de convergence sur la question des précipitations. Les modèles de l'IPCC sont contradictoires. En certains cas, il y aurait plus de pluie, en certains cas, il y en aurait moins de pluie. Parce que ça fait une grosse différence. Plus de chaleur et plus de pluie, ça peut être une bonne chose. Mais bien sûr, et plus de chaleur et augmentation de CO2, vous savez, les derniers rapports de la FAO projettent que vers 2050, avec une augmentation de 1,5 ou 2 degrés de température, c'est pas absolument évident que la production agricole diminuera. Il y a l'effet fertilisant du CO2, il y a aussi le fait que, pensez-y là, supposez qu'on refroidit l'Afrique. Est-ce qu'on produit moins ou plus de nourriture? Bonne question. Qu'en pensez-vous? On va en produire moins. Supposez qu'on réchauffe l'Afrique, est-ce qu'on peut en produire plus? La réponse, c'est oui. Ça dépend du nombre de degrés. Non, ça dépend de la facilité avec laquelle on est capable de s'adapter à cette variabilité climatique et à prendre avantage de cette augmentation de la température.
L'augmentation de la température n'est pas que négative. Elle signifie que si on a une combinaison appropriée des précipitations favorables, on aura une saison de croissance plus longue, avec davantage de carbone dans l'atmosphère qui a un effet fertilisant, donc qui augmente la productivité agricole, où on pourra cultiver dans plus d'endroits. Alors, ça ne signifie pas, dans nos têtes de lecteurs ou de citoyens nord-américains un peu simplistes, augmentation de la température, donc désertification. En fait, s'il y a une augmentation des précipitations, il pourrait y avoir arrêt de la désertification et même en certains cas recul. Bien sûr. Moi, je m'objecte sérieusement à ces automatismes. On dit augmentation de la température, catastrophe. Augmentation de température, réduction de la production agricole. Dans certaines circonstances, oui. Si on ne parvient pas à changer les techniques agricoles, si on ne parvient pas à changer le régime foncier, si on ne parvient pas à se mutualiser, mais en soi, ce n'est pas absolument évident. Évidemment, il y a des pays, je viens de compléter une étude sur le Niger, où on est arrivé justement à cette conclusion qui n'en est pas une. Nous ne savons pas exactement quels seront les effets des changements climatiques sur la production agricole ou pastorale. Bon, on se prépare à la variabilité du climat. Et pour ça, on sait qu'on a besoin de développer une souplesse dans les techniques qui n'est pas permise par les outils actuels. Par exemple? Le régime foncier, les parcelles, la production de subsistance, l'absence de mutualisation. Vous savez, c'est quelque chose que le Fonds monétaire international et que l'OMC a interdit. La mutualisation? La mutualisation. Des terres, c'est-à-dire dans une... Oh, les coopératives agricoles. Oui. Le Wheat Board qu'on a au Canada. Pourquoi on ne peut pas l'avoir à l'échelle de l'UEMOA, à l'échelle de la CEDEAO, à l'échelle donc de l'Afrique de l'Ouest au complet? Vous savez, la plupart de ces pays ont une zone, surtout le Sub-Sahara Nord, ils ont une zone désertique, ils ont une zone qu'on appelle soudano-guinéenne qui est productive. Bon, qu'est-ce qu'on fait lorsque dans une année, certains producteurs ont une réduction de la production, mais d'autres ont une augmentation? Est-ce qu'on ne pourrait pas... avoir un mécanisme de stabilisation des prix? Bien sûr. L'assurance récolte. Mais on l'interdit aux Africains parce qu'on considère qu'il s'agirait d'une technique inégale dans le commerce. C'est incroyable. Alors que nous, au Canada, au Québec, on l'a. Aux États-Unis, ils ont les subventions qui remplacent ça. L'Europe subventionne. L'Europe subventionne. Il y a cette fameuse statistique que les vaches européennes ont une subvention de $1 par jour, ce qui est plus que... Le revenu moyen d'un habitant au Niger. C'est ça, voilà. Bon, alors... Mais j'avais l'impression que l'OMC, surtout la FMI, revoyait, la Banque mondiale revoyait et commençait à revenir à une meilleure approche, une approche plus souple. Est-ce que vous le voyez sur le terrain? Oui, on le voit parce qu'on le voit déjà dans les positions de négociation de l'Union africaine et des représentants africains. Beaucoup réfléchissent en ces termes-là, mais voyez-vous que la réponse qu'on peut apporter à de la variabilité climatique n'est pas nécessairement dans le dire on va commencer à tirer sur le maïs pour qu'il pousse plus vite. Elle est dans l'organisation socio-économique, dans les outils de gouvernance, d'abord, pour tamponner la variabilité. Ensuite, on va commencer à s'occuper. Bien sûr que dans des cas, ce qui est plus préoccupant, l'augmentation de température sur la plante elle-même, bien sûr que ça peut affecter certaines plantes. Les agronomes vous diront ça. Bon, voilà, mais ça affecte surtout le bilan d'eau, l'évapotranspiration, l'évaporation, de sorte que à chaque endroit d'Afrique, lorsqu'on a une prévision climatique qui irait dans le sens d'un obstacle au développement agricole, il faut examiner les alternatives. Est-ce qu'on peut changer le cultivar pour avoir un cultivar qui soit plus approprié? Qu'est-ce que c'est ça, un cultivar? Qu'est-ce qu'on cultive? Okay. Du sorgho, du maïs, du blé, etc., du blé dur. Est-ce qu'on peut changer en fonction, ou la variété de ce qu'on produit? Ça, c'est courant. Les agriculteurs font ça constamment. C'est ça le travail d'un agronome sur le terrain. Mais il faut qu'il dépasse la routine. Il faut qu'il soit prêt à aller, comme on dit, outside the box. C'est ça. Il faut qu'il soit prêt à changer radicalement. Les agriculteurs africains sont-ils souples? Non, voilà, ça c'est une des difficultés. C'est qu'à chaque fois qu'on veut changer le cultivar ou adopter des mesures de protection contre l'évaporation de l'eau, vous savez, on a beaucoup de techniques d'irrigation.
Et l'irrigation, c'est une des façons de se protéger contre la variabilité culturelle. Si vous avez de l'agriculture pluviale, vous êtes extrêmement dépendant de la pluie. Si vous avez de l'irrigation, vous avez l'équivalent d'une mutualisation, si vous voulez, de l'usage de l'eau. Mais si on fait de l'irrigation par aspersion, vous savez, ces choses qu'on voit parfois là dans les... Ce sont des trépieds avec des boyaux, des jouets, des jets qui tournent, oui. La perte d'eau est énorme. Ouais. Il faut faire de l'irrigation au goutte à goutte. Oui, mais qui prend un équipement plus lourd et plus coûteux au départ. C'est-à-dire que le goutte à goutte, pas nécessairement par rapport à l'aspersion, je dirais le goutte à goutte serait préférable. Ouais. Très populaire chez ceux qui font pousser de la marijuana dans les sous-sols de banlieue de Montréal. Peut-être. Je suis moins familier avec ça. Ils sont en pointe. On va se laisser là-dessus parce que c'est presque tout le temps que nous avons, mais j'avais une question que je voulais placer parce qu'on dit aussi en politique que la chaleur est révolutionnaire et le froid est contre-révolutionnaire. C'est peut-être l'école américaine qui disait que s'il n'avait pas fait si chaud en juillet 1789 à Paris, il n'y aurait pas eu de révolution. Ouais, il manquait de pain et il faisait chaud. S'il y avait plu tous les jours, il avait fait très froid, même s'il manquait de pain, les gens n'auraient pas voulu être dehors tous les jours à construire des barricades. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, moi, pendant 20 ans, ici à l'université, j'ai enseigné l'histoire du climat. Et on sait qu'on peut faire une relation entre le climat et les grands événements historiques. Les grandes famines, la peste, les périodes de refroidissement. C'est clair que l'optimum médiéval a vu énormément de développements sociaux. Bouleversements sociaux, oui. Ouais. Et les périodes de refroidissement de la planète sont en général négatives. Donc, cette macro-corrélation peut se faire, mais au niveau des choses précises, là, vous savez, quand il fait froid, les gens sont obligés d'aller pêcher la morue plus loin, les vignes sont moins productives, on perd de l'espace de culture dans les zones montagneuses. Et ça peut créer des heurts, justement, entre ceux qui viennent dans des zones qui étaient déjà habitées. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement sceptique à l'endroit d'avoir une vision catastrophiste du réchauffement climatique. Imaginez-vous si on refroidissait. Là, nous aurions un problème. Le réchauffement n'est qu'un problème de gouvernance, de gestion. Parce qu'il nous offre toutes les possibilités de produire davantage et mieux. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut tenter d'empêcher un réchauffement au-delà de 2 degrés? Ah, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Il faudrait le laisser jusqu'au... pour empêcher que le réchauffement soit plus rapide que notre capacité d'en profiter. D'accord. Alors, on termine sur une plage musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous et pourquoi? J'ai choisi une chanson d'un artiste africain qui s'appelle Sédou. Il est Sierra-Léonais. Et il a fait une petite chanson qui résume assez bien, en fait, qui dit quand il n'y a plus d'eau dans le puits, quand il n'y a plus de poissons dans la mer, il n'y a que des enfants victimes de la guerre. Et ça s'appelle The Well, c'est-à-dire le puits. Voilà. Michel Abouchard, merci beaucoup pour cet éclairage informé et nourri par des décennies de travail en Afrique et sur la science également. Et nous écoutons grâce à vous cet artiste de Sierra Leone, Sédou, qui chante le puits, The Well. Usai welte watatete Usai welte aminata de fetch water for drink Usai fete de piquinha e de crai soro Les changements climatiques, on en parle souvent à cette émission, elles sont en train de transformer à la fois des conditions de vie un peu partout dans le monde et aussi des conditions sanitaires. Et c'est pourquoi il y a plusieurs éléments de droit qui sont en train d'émerger ou qui tentent de le faire ou qui devraient le faire selon les personnes à qui l'on parle, y compris celui du droit international de la santé lié à des questions d'environnement. Alors pour creuser cette question nouvelle et encore un peu floue, nous avons 2 invités. D'abord, Yann Joly, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonjour. Yann Joly, vous êtes chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Vous enseignez entre autres les biotechnologies. Vous vous intéressez à toutes les questions liées au droit et à la santé. Vous êtes chercheur à l'Université McGill. Vous avez publié l'an dernier aux éditions Thémis avec la chercheure Barta Noppers, très connue, La santé et le bien public. Et avec nous, notre collègue Constancia
Kutuki. Vous êtes professeur à la faculté de droit. Vous avez organisé l'école d'été sur le droit du changement climatique, dans lequel M. Joly a prononcé une conférence. Et parmi vos derniers articles parus, Arctic Climate Change Law, Strengthening Cooperation, Compliance and Coherence. Alors, le droit international de la santé. D'abord, dites-nous, est-ce que ça existe et quels problèmes est-ce que ça tente de résoudre? Oui, le droit international à la santé existe. Le problème, c'est que c'est un droit qui a beaucoup de mal à se faire une place sur l'échiquier du droit international. Pourquoi? Parce que c'est un droit, premièrement, qui est très englobant et donc qui va entrer en conflit avec beaucoup d'autres dimensions du droit international. Et aussi parce que le droit à la santé, c'est un concept qui est extrêmement flou. Donc, comment peut-on définir le droit à la santé? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le droit à une santé idéale, à une parfaite santé? Est-ce que c'est le droit à une meilleure santé? Le droit des médicaments? Qu'est-ce qu'on veut dire? Et c'est des questions que se posent encore les juristes qui travaillent dans ce domaine. Est-ce que ce droit-là est défini dans des cadres nationaux? Est-ce que moi, en tant que citoyen québécois ou canadien, j'ai le droit à la santé? Bon, il y a effectivement des conventions internationales qui parlent du droit à la santé et qui ont été ratifiées, entre autres, par le Canada. Maintenant, on sait qu'il y a toujours une certaine marge qui est laissée à un pays qui applique une convention internationale. Et donc, oui, il y a un certain droit à la santé, mais de quelle façon il va pouvoir s'appliquer, surtout dans un contexte national, il y a une certaine marge laissée à l'application donc, du gouvernement du pays. Mm-hmm. Ce qui veut dire que dans certaines situations, un citoyen pourrait se croire comme ayant un droit à la santé. Par exemple, on peut parler dans le domaine des nouvelles technologies de reproduction, où une femme pourrait penser que le droit d'avoir des enfants fait partie du droit à la santé. Mm-hmm. Mais vu les coûts très élevés des nouvelles technologies de reproduction, c'est un argument qui a déjà été rejeté en cours d'appel. C'est un choix ou c'est un privilège ou c'est quelque chose qui s'achète dans les limites de certaines procédures médicales. Mais bon, si on se place au niveau du droit international, bon, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui existe, qui est établie depuis plusieurs décennies, qui se préoccupe des changements climatiques, pas pour l'environnement, il y en a d'autres qui s'occupent de ça, mais pour la santé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a une certaine expertise au niveau de la santé que les autres institutions internationales n'ont pas forcément. Oui, mais pourquoi pense-t-elle que les changements climatiques vont lui rendre la vie plus difficile? Oh, parce qu'il y a énormément de répercussions qui sont déjà très bien documentées. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a fait un bon travail de documenter. Par exemple, on se rappelle de la canicule qui a eu lieu en Europe il y a quelques années et de tous les morts donc, qu'il y a eu suite à cette canicule. C'est un exemple. Oui, 7 000 morts en France, si je me souviens bien, juste dans cette année-là. Oui, effectivement. Et un pays développé. On parle de plusieurs dizaines de milliers de morts au niveau européen suite à ça. Donc, c'est énorme. Effectivement, dans des pays développés, dans des pays en développement, on parle par exemple des inondations en Amérique du Sud aussi il y a quelques années. Et on sait qu'annuellement, il y a des centaines de milliers d'incidences de maladies et de morts qui sont dues au changement climatique déjà. Et donc, pourquoi l'Organisation mondiale de la santé? Parce que c'est une organisation qui a une expertise qui lui permet, premièrement, d'identifier les problèmes, de les documenter. Elle a un rôle de promotion aussi de la bonne santé et des bonnes pratiques en santé au niveau international. Et elle est reconnue par les gouvernements du monde. Donc, elle va être écoutée d'autant plus qu'elle a cette réputation-là derrière elle. Donc, elle vient en aide à des gens qui ont besoin d'aide sur le domaine de la santé. En quoi est-ce qu'un traité international sur la santé ou une convention internationale, un instrument juridique, en quoi ce serait utile? Au niveau international, ça peut être utile pour fixer cette certaine norme minimale. C'est sûr que le droit international n'aura jamais la précision du droit interne et il ne pourra jamais, comme je l'ai expliqué, être appliqué de façon aussi concrète dans un contexte domestique. Mais pour fixer des normes minimum, aussi pour établir des conventions cadres qui permettront ensuite de travailler sur des choses plus précises dans un certain domaine. Le droit international est un instrument qui fonctionne très bien. Malheureusement, qui n'a pas été beaucoup utilisé par l'Organisation mondiale de la santé jusqu'à présent. Est-ce qu'on pourrait pratiquement regarder un exemple? Donc, effectivement, par exemple, l'Organisation internationale du travail
à des conventions qui mettent des droits minimaux sur le travail, les heures de travail, les enfants au travail, et les pays signataires ont l'obligation d'appliquer cela. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour la santé, par exemple? Mais on aimerait ça avoir la même chose, mais ça se peut qu'on va avoir le même problème avec les normes de travail qui fait en sorte que, oui, les normes sur le travail sont là sur papier, mais la façon qu'elles sont appliquées, même dans les pays développés, c'est pas tout à fait comment c'est écrit sur papier. Donc, mais quand même, au niveau international, il faut avoir certaines normes. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces problèmes-là ne restent pas dans un pays. Donc, quand on parle de la santé puis les maladies reliées au changement climatique, mais sont les sortes de maladies qui ne restent pas dans un pays. Donc, ils vont traverser les frontières. Donc, si tu as un pays qui est vraiment avancé par rapport à le droit de la santé puis le système de santé, mais ça aide pas à contrôler la maladie qui a déjà dépassé les frontières, puis maintenant est en train d'aller dans les autres pays. Donc, il faut quelque chose au niveau international pour gérer quand ces maladies-là commencent à dépasser des frontières. Mais est-ce que la question, parce que quand on parle de droit, on parle de responsabilité aussi. Alors, est-ce qu'il est question d'obliger les États à faire un minimum, le plancher, mais est-ce qu'il est aussi question de désigner des responsables et appliquer des sanctions? Bon, au niveau des sanctions, comme je le disais, au niveau du droit à la santé, on n'en est pas là. Ce qu'on veut faire, plutôt que de désigner des responsables, on veut plutôt motiver certains pays développés à collaborer d'autant plus avec les pays en développement, parce qu'on sait aussi qu'il y a souvent un déséquilibre à l'échelle planétaire, malheureusement. C'est-à-dire que souvent, les recherches au niveau de la santé et les bénéfices commerciaux et scientifiques et en termes de santé de ces recherches-là, viennent aux pays développés. Mais la recherche, ceux qui contribuent à cette recherche-là, ils viennent souvent des pays en développement. Donc, souvent, il y a des déséquilibres comme ça. Ils contribuent à la recherche parce que les tests sont faits dans les pays en développement, c'est ce que vous voulez dire? Souvent, par exemple, oui. Et c'est un peu la même chose au niveau des changements de climat. Toute action, qu'elle soit au niveau domestique, par des compagnies, par exemple, canadiennes ou américaines, peut avoir un impact à l'échelle globale. Donc, cette solidarité entre les pays développés qui vont donc obtenir les ressources de cette recherche-là, et les pays en développement est d'autant plus important. Et des instruments juridiques en droit international, c'est un moyen parfait d'assurer finalement les bases de cette collaboration-là. Puis on peut rajouter à ça les contributions qui se font par rapport à les connaissances traditionnelles des Autochtones ou d'autres gens par rapport à les plantes médicinales. Donc oui, dans les pays du Nord, les pays industrialisés, on a plusieurs médicaments pour gérer certaines maladies, mais la connaissance de base est venue de ces gens-là qui n'ont pas d'accès à ces médicaments. Donc, quand on parle de responsabilité, qu'est-ce qui se passe si on a une situation à cause du changement climatique ou d'autres, où il y a une maladie qui est répandue dans un pays de quelles les connaissances pour produire le médicament ont commencé au début, mais là, ce médicament, le produit final, n'est pas disponible à eux. Est-ce que vous avez un exemple de ça? Mais on a des situations où des médicaments pour les questions de gastro, les maladies comme ça, étaient produits des connaissances traditionnelles des Autochtones dans les pays d'Amérique latine. Okay. Mais là, ces gens-là souffrent beaucoup de ces questions, de ces maladies-là à cause de le fait qu'ils n'ont pas d'eau propre, à cause de l'industrialisation qui est plus ou moins fait par les compagnies du Nord. Mais tous ces médicaments-là, ça se trouve dans une forme de pilule ici. Mais comme on est en train de couper des forêts puis tout ça, mais toutes ces plantes-là que eux pourraient utiliser pour se guérir sont plus là. Alors, c'est un genre d'expropriation d'une connaissance qu'ils avaient, et en plus, parce que j'allais vous poser la question, oui, ils n'ont pas besoin des pilules puisqu'ils avaient les plantes, mais si les plantes ne sont même plus là, ça pose un grave problème.
il y a eu une négociation il y a quelques années qui avait été très médiatisée sur la responsabilité qu'avaient les entreprises pharmaceutiques du Nord produisant les médicaments contre le sida de rendre disponibles ces médicaments-là en Afrique à coût moindre. Est-ce que c'est bon, ça a été fait très partiellement, y compris par le Canada. Est-ce qu'il a beaucoup choqué Bono, qui espérait que le gouvernement de Paul Martin serait plus agressif sur ce plan? Mais quoi qu'il en soit, est-ce que c'est le genre de sujet qui pourrait être couvert par un droit international de la santé? Oui, tout à fait, effectivement. Et c'est aussi ces genres de situations-là qui ont aussi démontré les faiblesses du droit international à la santé. Parce que là encore, c'est ces questions d'accès aux médicaments dans les pays en voie de développement qui se sont beaucoup plus réglées sous le forum du droit commercial. On a parlé du droit pour les compagnies pharmaceutiques à avoir des brevets sur les médicaments qu'ils développaient. Et donc, c'est des questions qu'on a fait glisser à l'extérieur de la juridiction, finalement, des institutions qui s'occupent du droit international à la santé, pour plutôt envoyer ça sous le forum du commerce et de la propriété intellectuelle. Et c'est quelque chose qui serait dommage de voir se passer aussi avec le droit de l'environnement et avec les questions des changements de climat. Par exemple, sur la diversité culturelle, donc ce grand traité, son objectif était de soustraire à la logique commerciale une partie de l'activité humaine, c'est-à-dire l'activité culturelle. Mais on sait qu'à la fin, il y aura toujours les non-signataires. Donc, par exemple, les États-Unis iront toujours, eux, à l'OMC, et on est l'Organisation mondiale du commerce, qui est la plus forte, la plus structurée, la plus contraignante, mais qu'un pays signataire du traité sur la diversité culturelle dira, ben moi, je considère qu'avec ce traité, je ne suis pas soumis à l'action intentée par les États-Unis. Et là, ça sera au tribunal de l'OMC de prendre en compte ou non ce traité sur la diversité culturelle. Bon, ça, c'est l'objectif des auteurs du traité. Mais, donc, vous avez raison, la discussion sur la disponibilité des médicaments sur le sida s'est faite à l'OMC. Où en est l'idée de faire en sorte de soustraire à la logique commerciale une partie des considérations de santé? Est-ce que c'est encore parmi les chercheurs, comme vous êtes, dans les universités, les facultés de droit et à l'OMS, ou est-ce qu'on commence à avoir une action structurante qui nous conduirait à un traité? Je pense qu'on est un bon moment pour discuter justement d'un retour vers le droit international à la santé de beaucoup de ces questions. Pourquoi? Parce que ces dernières années, on a vu que les pratiques de certaines compagnies ont été très documentées. Et certaines compagnies ont eu beaucoup de problèmes au niveau de leur popularité et de leur crédibilité sur la scène internationale et sur la scène domestique, justement, à cause de leurs actes. On peut penser, par exemple, au procès très médiatisé qui a eu lieu à Pretoria sur, justement, l'accès aux médicaments anti-sida. C'est un procès où plusieurs compagnies pharmaceutiques ont poursuivi le gouvernement sud-africain qui voulait utiliser des licences obligatoires pour permettre à des compagnies donc locales de développer des médicaments anti-sida ou pour en importer. Et ce qui s'est passé, le procès a été tellement médiatisé, a fait tellement de dommages à la réputation de ces compagnies pharmaceutiques qu'elles se sont toutes désistées avant la fin du procès et que tout leur support des pays développés a aussi disparu en cours de procès. Et c'est un exemple dans le domaine pharmaceutique, mais c'est la même chose au niveau, je pense, du droit de l'environnement et des changements climatiques pour les grandes compagnies qui sont polluantes. Je pense qu'en documentant leurs actions et en montrant donc leurs actes sur la scène nationale comme internationale, ces compagnies-là vont être beaucoup plus tentées maintenant d'aller vers des forums comme le forum d'institutions comme l'Organisation mondiale de la santé, plutôt que justement d'éviter d'aller vers le droit commercial et là d'avoir l'air finalement de faire cette discussion-là en vase clos en ignorant les préoccupations du public. Il y a plusieurs qui ont fait la suggestion que, tandis que l'OMC est tellement forte comme organisation en droit international, pourquoi on ne fait pas un effort de mettre dans cette organisation aussi les questions du droit de l'homme, de l'environnement, à l'OMC, de conditionner le commerce à ces autres éléments-là. Dans un sens, l'OMC devient l'organisation globale qui traite toutes les choses, parce que tous ces champs
de différents champs, mais sont reliés. Donc, les gens se disent, mais écoute, ça commence avec le commerce, puis là, on voit tous les différents aspects comme la santé, le droit de l'homme, les standards de travail, l'environnement, etc. Mais les gens qui travaillent pour la santé, les droits, les travailleurs, l'environnement, ils se disent, mais si on fait ça, on n'est pas plus avancé. Parce que c'est sûr, dans une organisation comme le OMC, c'est toujours le commerce qui va gagner parce que c'était conçu pour promouvoir le commerce. Donc, on n'est pas vraiment avancé. On est comme dans une standstill entre le commerce puis tous les autres champs à côté qui essaient de voir est-ce qu'il y a une façon de construire une organisation à côté qui est aussi fort que l'OMC, mais qui représente l'aspect social de la chose et pas le commerce. Mais qui sera toujours, puisqu'on parle, vous voyez, on parle de la santé, puis on vient aux compagnies pharmaceutiques, on vient aux procès locaux, on vient à la responsabilité d'entreprise. Bon, on en revient à la responsabilité de l'entreprise très souvent. Donc, c'est sûr que si on construit d'autres instruments juridiques à l'extérieur de l'OMC, à la fin, il y aura toujours un conflit, il y aura toujours... Ce que ça prend, c'est un arbitre, finalement, au-dessus de l'OMC et de la diversité culturelle, au-dessus de l'OMC et d'un traité sur l'environnement. Mais l'idée est que si toutes ces autres préoccupations se réunissent, puis ils ont un but commun, ils peuvent être aussi forts que le OMC, puis vraiment faire compétition, puis dire non, on ne va pas faire qu'est-ce que vous voulez qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui est que toutes ces organisations-là sont tellement... Moi, je prends soin de la santé, je m'en occupe pas des travailleurs. Les travailleurs, moi, je m'en fous de l'environnement, etc. Mais au bout de la ligne, leurs intérêts sont plus ou moins les mêmes, mais pour une raison ou une autre, ils ne voient pas ça, puis on peut aller un tout petit peu plus loin, puis faire la même chose avec les ONG. Les ONG, soit la santé, l'environnement, les conditions des travailleurs, il y a des centaines puis des centaines qui s'en occupent de tous ces sujets-là, mais ils ne se parlent pas. Donc, vous dites que d'une part, on aurait l'OMC et d'autre part, on aurait une organisation socio-sanito-environnementale qui serait l'autre grande institution. Et là, à ce moment-là, il serait peut-être à forces égales. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Joly? Mais je pense que c'est nécessaire. De toute façon, l'OMC n'aura jamais l'expertise et la crédibilité pour faire du droit dans certains domaines, comme le domaine de la santé ou de l'environnement. Donc, je pense qu'il faut nécessairement qu'il y ait une autre institution. Et effectivement, on en a parlé que la multiplication des forums crée énormément de problèmes. Alors, je pense que effectivement, ça serait une solution intéressante, peut-être de diminuer le nombre d'institutions, mais d'avoir des institutions qui sont plus puissantes, plus reconnues aussi, parce qu'un autre problème, c'est qu'au niveau domestique, les pays ne savent plus vraiment où se tourner. Bon, on a des problèmes en santé, vers quoi on se tourne, où on regarde pour savoir ce qu'on doit faire. Il faut que tout de suite une lumière s'allume. L'Organisation mondiale de la santé est l'institution théoriquement internationale, mais étant donné qu'elle a très peu légiféré sur la question, bien souvent, il faut regarder ailleurs. Donc, le premier réflexe, c'est pas de regarder là. Alors, il faut vraiment être capable d'avoir des institutions qui ont une visibilité et une force au niveau international, d'autant plus quand on veut lutter contre des organisations ou traiter, du moins, avec des organisations comme l'Organisation mondiale du commerce. Imaginez, comme vous disiez tout à l'heure, les traités internationaux doivent être traduits et adoptés par les parlements nationaux, et ici au Québec même par les parlements de province. Alors imaginez cette foison de conventions internationales. Bon, déjà, nous, on a des instruments assez sophistiqués, mais si vous tournez vers le Parlement du Sénégal ou du Burundi en leur disant, bon, ben voici, il y a 8 conventions qui se chevauchent, effectivement, ça pose un problème de transmission à la législation locale. Et c'est sans compter la centaine de recommandations et le millier d'observations sur chaque recommandation et toutes les différentes institutions. Et souvent, ces documents-là ne sont peut-être même pas disponibles en version papier. Il faut aller les chercher sur l'Internet. On rentre ensuite dans des questions de traduction des documents qui ne sont pas tous
traduit dans de multiples langages. Les institutions des Nations Unies, quand même, font un assez bon travail de traduction, mais ce n'est pas le cas de tous les autres joueurs sur la scène internationale. Alors, je pense qu'on a fait la démonstration que c'est un thème qui est émergent, en évolution, en discussion. C'est probablement un des grands débats des décennies à venir. C'est comment structurer le droit international sur toutes ces questions. Mais en attendant, on va se reposer avec un peu de musique. Constancia, vous avez pensé à quelle plage musicale et pourquoi? Mais ça s'appelle You Make Me Sick by Pink. C'est parce que l'idée avec la santé, You Make Me Sick, tu me fais malade, mais c'est quand même upbeat. Donc, en même temps, il y a les choses assez difficiles à gérer, mais en même temps, c'est upbeat, puis ça donne le goût d'aller faire quelque chose. Très bien. Alors, Yann Joly, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Constancia, toujours un plaisir de vous avoir à l'émission. Merci. Et on écoute grâce à vous Pink interpréter You Make Me Sick. You make me sick. I want you in haters. Got me lit like a candle stick. Get too high when you touch the tip. I'm feeling it. I gotta get a grip in this. Driving me crazy, baby, don't you quit. Can't get enough of it. You got me going again, baby. You got me going again. We were doing 8-4 on the freeway in the 600 bumping Islay. He was getting kinda close, kinda touchy. Guess he had a little. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Et cette semaine, un des chercheurs les plus éminents est venu nous rendre compte de certaines de ses lectures récentes. Rodolphe de Coninck, le géographe. Merci beaucoup d'être avec nous, Rodolphe. Bonjour, merci. Alors, vous avez publié, entre autres choses, parce que vous êtes très prolifique, ce petit opuscule « Profession géographe » aux presses de l'Université de Montréal. Alors, je l'ai lu et j'ai trouvé ça instructif et agréable. C'est votre parcours, les raisons de vos choix, les lieux de recherche, ce que vous en avez retiré, avec une capacité de synthèse qui est remarquable. Alors, je le recommande. Mais vous avez lu pour nous sur un de vos sujets de recherche qui est l'alimentaire, « The End of Food », la fin de l'alimentation, « The Coming Crisis in the World Food Industry », la crise qui arrive dans l'industrie mondiale de l'alimentation. C'est par Paul Roberts, le journaliste qui nous avait donné avant « The End of Oil », et puis il est dans la fin des choses, hein, donc peut-être qu'il a vu 2012, le film sur la fin du monde, mais c'est un ouvrage, nous dites-vous, qui vaut la peine. Pourquoi? Quelle est sa thèse? Premièrement, je tiens à le dire, je n'ai pas lu The End of Oil, qui a été évidemment assez critiqué dans la mesure où cette fameuse fin du pétrole est une chose qu'on reporte constamment. Mais ce que je peux dire de celui-ci, c'est qu'il est extrêmement bien documenté. Pour quelqu'un qui s'intéresse aux questions de l'agriculture, ce qui est mon cas, c'est la première chose qui m'a frappé. Dès le début de la lecture, on s'aperçoit que même si les journalistes sont censés parler de façon superficielle des fois, il y en a qui fouillent. Puis lui, il a vraiment fouillé son sujet, premièrement. Deuxièmement, le spectre est très large. Il fait vraiment une histoire de l'agriculture mondiale, millénaire. Bon, là, évidemment, il va un peu vite, mais il rappelle des choses essentielles, à savoir les raisons des progrès de l'agriculture. Et bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est très complexe, notamment l'agriculture européenne, l'amélioration de la qualité de la nourriture, de la conservation, etc. Et il commence déjà à souligner à quel point, dès le Moyen Âge, les effets de l'amélioration de l'agriculture et donc de l'alimentation ont eu un impact sur le gabarit des humains. On a tendance à oublier qu'au Moyen Âge, les gens étaient beaucoup plus petits que nous sommes aujourd'hui. Bon, des choses comme ça là ne sont pas sans intérêt. Et puis, bien sûr, il aborde dès le début, d'ailleurs, à travers tout le livre, c'est un peu un des thèmes centraux, le problème des dangers de l'alimentation. Donc, les épidémies, les maladies reliées à l'alimentation, l'épizootie, etc. Et bon, ce qui est dans le contexte actuel est assez pertinent. Je vous amène au plan contemporain. Donc, cette extraordinaire révolution verte qui, au cours des 40 dernières années, a industrialisé l'agriculture, a décuplé la production agricole, Robert semble dire que on est un peu à la fin de ce cycle et il y a un danger, là. Oui. C'est-à-dire, il dit bien des choses. Deux choses fondamentales. La première, c'est qu'on est dans une phase de surproduction complètement débile. Je ne sais pas si on emploie ce mot-là, mais enfin, il n'y a pas l'équivalent plusieurs fois. 1 milliard d'obèses et 1 milliard de sous-alimentés dans le monde. Cela l'illustre assez bien. Et que cette surproduction, on peut dire deux choses à son sujet au moins,
engendre énormément de gaspillage de nourriture. Il donne des chiffres effarants. Quelque chose comme 30 à 40 de la production alimentaire aux États-Unis est gaspillée, c'est-à-dire elle est soit gaspillée avant même d'être mise dans les assiettes, soit jetée une fois qu'elle a été mise dans les assiettes, parce que les portions sont... Alors, il y a toute une... C'est 30 Oui, 30 C'est énorme. C'est énorme. En Angleterre, on gaspille, tenez-vous bien, 20 milliards de dollars en alimentation chaque année. Il y a 20 milliards de dollars de nourriture qui sont jetés. Puis en passant, c'est même pas dans... Je ne sais même pas si c'est dans Robert, ce chiffre-là, mais enfin, c'est peut-être dans l'autre chose dont on va parler. Mais il en parle. Lui, ses exemples sont beaucoup américains, Robert. Enfin, bon, c'est pour des raisons évidentes. Et donc, il montre que ce chiffre-là, ou ces chiffres-là, ou cette nourriture-là, s'il n'y avait pas ce gaspillage, il n'y aurait pas de problème de faim dans le monde. Et c'est pas l'équation très simple. Bon, les gens vont dire, oui, mais cette nourriture-là, il faudrait la transporter vers des pays qui en manquent. Mais la question n'est évidemment pas là. C'est que l'autre analyse fondamentale, c'est que la raison de cette surproduction-là est structurelle, étant donné la façon dont l'industrie alimentaire a été prise en charge par les multinationales de l'alimentation, pour ne pas les nommer. En gros, Walmart, Carrefour, Costco, qui dominent à eux trois plus de la moitié de ce qui se produit dans le monde, ou quelque chose comme ça. Là. Je vais vite pour les chiffres, mais de ce point de vue-là, c'est très précis dans le livre en question. Et il donne des exemples. Combien, par exemple, pour produire, je dis bien, 2 millions de poulets par semaine pour une entreprise d'abattage aux États-Unis, il y a énormément de grains qui est gaspillé et il y a énormément de ce poulet-là qui finalement n'est pas consommé. Et surtout, l'objectif fondamental, et c'est ça qui est la chose intéressante de cette production, c'est de faire baisser les coûts. Ouais. Alors, c'est là qu'est l'argument idéologique. Les grandes chaînes produisent à faible coût. Mais ça gaspille énormément d'argent. C'est ça, mais sauf que ça convainc le public et convainc le consommateur moyen, en particulier celui pour lequel le budget alimentaire est fondamental. Il se dit, écoutez, mon poulet, mon porc, je ne le paye pas cher et je ne me pose pas de questions. Ouais. Mais s'il se posait des questions, il saurait que pour en arriver à faire baisser, parce que le coût réel de l'alimentation aujourd'hui est moins élevé qu'il ne l'était il y a 10 ou 20 ans par rapport au pouvoir d'achat, même si le pouvoir d'achat du travailleur moyen dans les pays industriels relativement stable. Non, il a baissé. Aux États-Unis en particulier, il a baissé. Mais la part de l'alimentation dans ça baisse parce que les grandes entreprises réussissent à écraser des prix, mais ils écrasent des prix en écrasant l'agriculture. C'est ça, the end of food. C'est que la grande industrie agricole tue la petite agriculture, tue l'agriculture dans les pays pauvres, étant donné les énormes subventions dont elle bénéficie, parce que pour que Walmart et compagnie puissent faire produire à des coûts moindres, il y a deux choses essentielles. Ils écrasent des producteurs dont la marge de profit, l'agriculteur américain moyen a une marge de profit de 1 %. C'est-à-dire que s'il produit pour $1 million, il fait 10 000 $ de profit, de revenus. S'il produit pour je ne sais plus, 10 millions, il fait son petit 100 000 $. Puis 100 000 $ pour faire tourner une entreprise qui a peut-être 5 ou 10 millions de machinerie. Il montre l'illogisme de toute la chose du point de vue des producteurs. Les producteurs se font pressuriser, pour employer le terme, convenu, d'une part, et d'autre part, ceux qui n'ont pas accès aux subventions, c'est-à-dire les petits producteurs, ce sont les gros, parce que le principe de la subvention dans les pays industriels, c'est de financer la production. Plus on produit, plus on est subventionné, c'est le volume. Et donc, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, on produit des volumes phénoménaux qui sont largement gaspillés. C'est ça, et dont la valeur nutritionnelle baisse. Ça, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect énorme, très, très bien documenté. Mais quand même, donc le poids moyen des Américains, l'Américain moyen, son poids a augmenté de 20 livres entre 1980 et 10 kilos, enfin 9 kilos et l'an 2000. Et depuis là, ça continue. Alors, on pourrait penser que ce système absurde et vicié produit quand même énormément de choses à manger, qui a démontré sa capacité de production, et comme on va passer de 6 à 9 milliards d'habitants, on n'a qu'à augmenter la cadence pour nourrir les 9 milliards. Il dit, ça ne passera pas comme ça. Pourquoi? Bon, parce que bien sûr, les deux choses, au moins. Les dégâts environnementaux de ce type de fonctionnement, et en particulier la mondialisation de l'agriculture, les coûts environnementaux des transferts de production, ce qu'on appelle just in time. Il donne de façon très élaborée des exemples de combien cela est néfaste. Par exemple, au Chili, des framboises qui doivent être produites pour être consommées dans les supermarchés nord-américains ou même européens. Le Chili exporte partout.
4 jours après leur récolte, nécessitent une surrécolte, une surproduction, un gaspillage phénoménal. Pour mettre 25 tonnes sur le marché, il faut en produire 40. Alors, les 15 autres tonnes je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, sont mais ça perdues, produit quand même. Ça produit, mais Oui. ça pollue énormément Oui. parce que pour en arriver à une telle production, il faut énormément d'intrants d'origine industrielle. OK. Bon, j'ai dit 2 problèmes. L'un, c'est la détérioration de l'environnement. J'espère qu'on va y arriver à ça parce que ça, dans l'autre publication dont on va parler, c'est très bien documenté. Et deuxièmement, les dangers de plus en plus grands des maladies liées à des empoisonnements liés à l'alimentation, et bien sûr, les grippes et tout ce que vous voulez. Et là-dessus, c'est extrêmement bien documenté, son affaire. Il montre la corrélation très marquée, très forte entre les mécanismes nécessaires à la surproduction, donc la concentration phénoménale dans les élevages de porcs, de poulets, etc., et la fréquence des maladies liées à l'alimentation. Et bien sûr, le déséquilibre alimentaire. L'obésité, c'est une maladie mondiale. Alors, je résume donc l'environnement, grand gaspillage, dégradation de l'environnement. Il parle aussi des sols qui sont en train de s'appauvrir. Donc, est-ce qu'il y aura un moment où cette industrie de l'agriculture ne sera pas seulement moins productive, mais va se mettre à réduire sa production elle-même du fait des problèmes qu'elle engendre? Oui, bien sûr. On sait tous très bien, et ça s'est évoqué bien sûr dans ce livre-là, à quel point l'une des causes fondamentales de la détérioration des écosystèmes planétaires et donc des effets climatiques. Moi, j'aime beaucoup mieux parler de la détérioration des écosystèmes que de changement climatique, qui n'est qu'un épiphénomène de la question fondamentale, ce qui se passe sur Terre. L'agriculture telle qu'elle est encouragée dans ces modèles-là de surproduction est une des principales causes. C'est une des principales choses qui doit être remise en question. C'est non seulement la consommation l'utilisation d'automobiles et tout le bazar, mais c'est aussi notre façon de cultiver la terre. On a l'impression que c'est ce qui est en train, ou que la conscience est très forte sur les changements climatiques, sur la biodiversité aussi, mais sur la transformation de l'agriculture, c'est pas très fort. Vous avez absolument raison. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je persiste à m'y intéresser, c'est que cette activité fondamentale, se nourrir, produire pour se nourrir, est probablement la plus grande déviation qui existe. C'est vraiment, puis quand je dis c'est plus important de se nourrir que de se déplacer, à la limite. Et c'est cette façon de faire, à savoir cette façon de cultiver la terre, de produire, d'échanger, par exemple l'agriculture mondialisée, les questions des échanges, ça nous amène bien sûr à la question des transports. C'est là que les erreurs les plus fondamentales sont commises. Et au Québec, où est-ce qu'on est là-dedans? On est toujours dans la colonne déviance ou on commence à avoir des comportements plus sains? Vous savez qu'on en a un peu parlé déjà, la question d'une rencontre là, qui a donné le livre Une seule terre, qui est paru récemment. On aurait dû en parler ici. On a montré qu'il y a quand même une prise de conscience au Québec qui est peut-être au-dessus de la moyenne de certains aspects de notre agriculture qui ne sont pas nécessairement favorables, notamment la question des subventions à la grosse production qui défavorise la petite agriculture familiale. Les enjeux environnementaux de la question de l'éthanol, qui est une bêtise en ce qui me concerne fondamentale, c'est-à-dire cultiver le sol pour faire produire des carburants qui vont faire rouler des voitures, c'est un non-sens. Et ça, le gouvernement du Québec s'en est rendu compte. Oui, voilà. C'est pour ça que je dis au Québec, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience et des décisions politiques qui sont prises, qui sont peut-être porteuses d'espoir, et notamment des choses qui sont bien évoquées dans le courrier international. Il y a des exemples québécois qui sont on va en parler. Alors, donc, je souligne, cette publication qui a été issue d'un séminaire d'une journée que vous aviez organisé, qui s'appelle Une seule terre. Une seule terre. Donc, sur le site du Cérium, on mettra le lien. Donnez le sous-titre. Les défis de l'alimentation et de l'agriculture mondiale. Voilà. Ou les défis mondiaux de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc, vous avez lu pour nous The End of Food, The Coming Crisis in the World Food Industry. Rodolphe de Connect, merci beaucoup d'avoir été là. Et qu'est-ce que vous diriez pour terminer en chanson, en musique, Change the World d'Eric Clapton? C'est tout à fait approprié. Alors, merci encore. Et avec Eric Clapton, on va essayer de changer le monde. Change the World. If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth.
vous êtes intéressé aux livres dont nous avons parlé ou aux biographies des personnes que nous avons interviewées, vous allez sur le site cerium.ca, cliquez sur Planète Terre et vous pourrez avoir ces informations. Par ailleurs, vous y verrez aussi les annonces des conférences publiques qui s'en viennent au Cerium. Elles sont ouvertes. Nous vous invitons à venir y assister. Vous pouvez aussi voir sur le site les vidéos des émissions précédentes de la série Planète Terre. Je remercie l'équipe technique, Luc Laflamme, Ognyan Guerguiev et Jean-François Da Silva Larue. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.